Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par les tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France. Jusqu'où ira la crise entre Alger et Paris? La semaine dernière, l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté, a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères algérien. Cette convocation fait suite aux graves révélations sur l'implication des services de renseignement français, la DGSE, dans une campagne de recrutement d'anciens terroristes en Algérie à des fins de déstabilisation. Une opération présumée qualifiée de barbouzerie par la presse algérienne. La diplomatie algérienne a expliqué à l'ambassadeur de France que l'Algérie prendra toutes les mesures qui s'imposent pour faire face à ces tentatives d'ingérence. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a réagi à la convocation de l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, par le ministère des Affaires étrangères algérien. Interrogé par des médias français au sujet des accusations algériennes, le ministre français des Affaires étrangères a répondu « Ce sont des accusations infondées et fantaisistes. J'ai eu notre ambassadeur au téléphone et lui ai assuré tout notre soutien. » Les relations entre l'Algérie et la France traversent une crise inédite depuis le 31 juillet dernier avec la décision du président Macron de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. En signe de contestation, l'Algérie a retiré le même jour son ambassadeur à Paris, Saïd Moussi. Plus de 4 mois après, l'ambassade d'Algérie à Paris est toujours son chef. La cacophonie de la diplomatie de l'Algérie nous laisse perplexes quant à la situation de nos institutions. Notre rapport au monde s'est aussi détérioré. Actuellement, la politique étrangère que mène notre pays vis-à-vis de ses partenaires et de ses voisins va l'isoler de plus en plus de l'échiquier mondial. Il est désolant de constater que la diplomatie de notre pays est à la traîne, son vision claire avec une doctrine qui nous semble dépassée et en déphasage total avec la géopolitique. Pour beaucoup d'observateurs, elle est à l'image de ce qui se constate tous les jours sur le plan interne. Y a-t-il un pilote pour l'avion Algérie Nouvelle? La question se pose d'elle-même lorsque le pays perd ses repères. Dans le même ordre, une vague de colère populaire et de revendications socio-économiques, ainsi que démocratiques, a déferlé sur les réseaux sociaux en Algérie. Des internautes de plus en plus nombreux ont lancé le hashtag Manish Ravi des aides pour faire part de leur détresse, de leur insatisfaction et de leur colère face à la situation que vit notre pays. Une gestion calamiteuse dont tout semble indiquer qu'elle mène le pays vers une impasse majeure. Le système politique algérien incapable de s'ouvrir semble avoir dépassé ses limites fonctionnelles. Face à cette vague déferlante qui rappelle l'esprit du Hirak, les médias affiliés au pouvoir algérien ont lancé un autre hashtag appelé Ana Ma'abladi afin de contrecarrer ce qui est qualifié comme des tentatives de déstabilisation du pays. Ce cri de colère des Algériens est un signal d'alerte pour les dirigeants du pays. L'absence de vision de ceux qui décident nous ont mis dans une position de relative faiblesse. Un contexte international et géopolitique est en train de voir le jour au détriment des intérêts directs de l'Algérie. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions et de toutes ces contradictions, juste après cette petite intro. Comme chaque samedi, donc, rétro info de la semaine. On va revenir sur donc l'actualité dans notre pays. Qu'est-ce qui a marqué cette actualité? Vous l'avez donc suivi dans cette petite introduction. On va revenir sur cette relation entre l'Algérie et la France.
Algérie-France, jusqu'où ira donc la crise? La question sera posée dans cette émission à nos invités. Et aussi, on parlera de cette campagne de hashtag, donc Marani Charadi, le cri de colère des Algériens contre le pouvoir. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Karim Tabou, opposant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Bonsoir, c'est Nassar. Merci de l'invitation. Mes salutations aux invités et à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Karim Tabou. Barakallahu fik. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission professeur Nordin Aoussat, universitaire, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nordin, bonsoir. Marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah, on ne vous entend pas, c'est Nordin. Malish, on va essayer de régler ce petit problème de son. Mais aussi, on a le plaisir d'accueillir Dr Farid Ben Yahia, qui est expert en relations internationales, consultant en diagnostic stratégique des entreprises. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone aussi. Dr Farid Ben Yahia, bonsoir. Marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser, et bonsoir aussi à mon cher auditeur et à Karim et à votre invité. Barakallahu fik. Marhaba bik, Dr Farid Ben Yahia. Je pense qu'on a réglé le son avec professeur Nordin Aoussat. C'est Nordin, marhaba bik. Vous êtes donc universitaire analyste politique. Non, on ne l'a pas réglé. En tous les cas, Nordin Aoussat est avec nous. Je vais commencer cette émission donc avec ce thème, cette relation entre Alger et Paris. Jusqu'où ira donc cette crise qu'il y a entre l'Algérie et la France? C'est ces questions qu'on va essayer de comprendre avec nos invités. On va juste vous faire passer donc cette petite vidéo, le complot, le reportage donc qui a été relayé dans la presse algérienne, surtout par la PS, mais aussi la télévision algérienne et quelques journaux algériens. On regarde la vidéo. قالوا لي بلي راح نكشفوا لك على المخطط تاعنا اللي انا باغي نديرو في الجزائر وما تحلمش بالحوار. قال لي انا نخدم مع المخابرات الفرنسيه، يعني عنصر المخابرات الفرنسيه دخل لكم السلاح والذخيره والمتفجرات. بغاو يعني ندخلوا في فوضى وندخلوا في حرب اهليه ولا حاجه كيما هكذا باسم الارهاب. وكاع على بالنا باللي الجزائر يعني راهي كاع عينين الناس. كاين بزاف اعداء راهم يترصدوا للبلاد. Voilà, donc des accusations très très graves. Alger qui accuse donc Paris, qui l'accuse donc de comploter contre l'Algérie. On va écouter bien sûr la réponse du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, dans ce passage. Au sujet de la participation des services de renseignement français à des projets visant à déstabiliser l'Algérie, qu'est-ce que vous répondez là, aux autorités algériennes? Que ce sont des accusations infondées et fantaisistes. Évidemment, il faut vous confirmez cette convocation? Vous en étiez informé? Absolument. D'accord, et vous la contestez? Je la regrette. Vous la regrettez. Voilà, donc vous avez entendu la réponse du ministre des Affaires étrangères français par rapport à ces accusations très graves, si on peut dire, donc on peut le dire dans ces termes. Dr Farid Ben Yahia, je vais commencer cette émission avec vous, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cet énième épisode de relations qui entre Alger et Paris? Cette crise, elle est en train de prendre une autre forme. On parle même que ça peut aller jusqu'à la rupture diplomatique. Qu'est-ce que vous en pensez de ces accusations d'Alger contre Paris? La première des choses, bien sûr, Paris nie toute relation, je dirais, avec ses agents opérationnels, bien sûr, parce que ça va affecter l'image de Paris vis-à-vis de l'international, politique internationale et surtout d'Alger. Néanmoins, je pense qu'il y a une volonté française
je dirais, d'avoir un régime qui est un peu pro-français, entre guillemets, c'est-à-dire pro-français, c'est-à-dire dans le sens où ils font ce qu'ils veulent, dans le sens économique, c'est-à-dire avoir des marchés, dicter leur politique étrangère, c'est-à-dire que la France n'a jamais compris que l'Algérie est vraiment indépendante, c'est-à-dire qu'on n'a pas de relation, je dirais, qu'on n'a pas d'ordre à recevoir de Paris ou de notre pays. Ça, c'est la première des choses. L'Algérie a ce qu'on appelle l'indépendance de décision politique. Et on ne peut pas recevoir d'injonction de l'étranger, on ne peut pas recevoir d'ordre. Et bien sûr, je pense que les décisions du président Abdelmajid Tebboune avec, je dirais, les responsables de l'État ont mis, je dirais, un peu d'ordre vis-à-vis des relations entre l'Algérie et la France. Et la France n'a pas, je dirais, accepté ce changement de cap et n'a pas accepté, c'est-à-dire à chaque fois qu'Alger sur certains cas, je dirais, de la mémoire, de certaines positions françaises vis-à-vis du conflit du Sahara occidental, le conflit aussi, je dirais, au niveau de la Palestine, certaines positions de l'immigration. Et donc, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'intrigues entre Paris et Alger actuellement. Mais est-ce que ça va arriver à la rupture? Je dirais 50-50, 50%. C'est vrai que nous avons besoin, c'est-à-dire que la France a besoin d'Alger, l'Algérie a besoin de la France parce que nous avons l'immigration, nous avons des intérêts communs. Mais si la France continue, je pense, à utiliser cette guerre douce, entre guillemets, parce que ça, c'est une guerre douce, c'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux, les jeunes Algériens, envoyer quelques espions pour essayer d'avoir une cartographie, je dirais, des réseaux sociaux, parce que, bon, à l'international, ils ont des systèmes de calcul pour comment faire exploser, faire des manifestations, etc. Donc ils ont ces systèmes-là, parce que c'est eux qui ont inventé ces réseaux-là sociaux. Et à partir de là, ils sont en train d'essayer de toucher, c'est-à-dire d'avoir des failles. Ils cherchent des failles. Et lorsqu'ils ont trouvé, je dirais, les services algériens sont en face de ces décisions françaises ou de ces complots. Donc les Français, bien sûr, n'est tout catégoriquement qui n'ont pas de relation avec ces agents-là ou d'autres hommes politiques. Bien sûr, eux, ils cherchent des agents à Alger pour qu'ils essayent de faire passer ou d'exhorter un petit peu leur démarche. Mais je pense que les pouvoirs politiques et notamment les services de renseignement algériens sont en face je dirais, ils sont éveillés, donc ils ne se laissent pas faire. Et à chaque fois, la France qu'elle essaye, je dirais, de faire, je dirais, un petit complot à droite et à gauche, donc il y a toujours je dirais, ce mur-là qui essaie de bloquer. Mais l'Algérie n'est jamais passé à l'offensive, c'est-à-dire, c'est ça ce qui est un peu étonnant. Donc. Mais est-ce que l'Algérie aussi, très rapidement, Dr Falid Benihia, est-ce que l'Algérie a changé sa politique depuis que la France aussi a changé sa position vis-à-vis du Sahara occidental? Parce que on a parlé de rupture, même la presse algérienne a parlé de rupture. On va juste voir sur nos écrans le titre le Soir d'Algérie, qui titre donc dans sa première page vers la rupture. Bien sûr, El Moudjahid, on va voir aussi le Moudjahid qui a relié donc en première fois comme quoi l'ambassadeur français à Alger a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères algérien. Une sévère mise en garde d'Alger. Mais aussi la presse française a réagi à cette convocation de l'ambassadeur. On va voir donc le titre du Figaro, si c'est possible, nos amis de la régie. Voilà donc la France officiellement accusée de vouloir déstabiliser l'Algérie par 3 médias algériens, dont le quotidien gouvernemental. Et là, bien sûr, on parle de El Moudjahid. Falid Benihia, est-ce que depuis 2019, beaucoup d'observateurs ont observé que la diplomatie algérienne est agressive, elle a beaucoup changé, elle n'a pas de cap, il n'y a pas de vision. On a eu une crise avec l'Espagne, ce qui s'est passé aussi avec le Maroc, rupture diplomatique, une crise récurrente avec la France. Parle de 3 jusqu'à 4 ambassadeurs qui ont été convoqués depuis 2019. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour la diplomatie algérienne?
Non, c'est-à-dire l'Algérie, elle défend ses positions politiques, bien sûr. On aimerait bien avoir, je dirais, des relations avec le monde entier, mais on ne peut pas avoir tout le monde comme ami. Donc il y a des intérêts. Il y a des intérêts de part et d'autre. Le problème qui se pose, si je vois aussi le Maroc a eu aussi des relations très tendues avec l'Allemagne, très tendues avec l'Espagne, et également avec la France, d'accord. Donc on a vu le roi Mohamed VI qui a, je dirais, presque rompu ses relations avec la France à un certain temps. Pourquoi toujours voir Alger? C'est vrai qu'on est en train de défendre avec l'Espagne. On n'est pas contre le gouvernement espagnol entier, on est contre la position de Pedro Sanchez, c'est-à-dire qui a changé de position, et même les Espagnols, beaucoup de partis politiques, c'est-à-dire ont contesté cette décision, je dirais, émanant de notre Premier ministre, et beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup d'intérêt avec Alger, ils ont refusé, ils étaient prêts à changer le gouvernement, bien sûr. Avec les élections, il a eu, je dirais, un nouveau mandat, mais ça reste, je dirais, les Espagnols essayent de se rattraper. La position, je dirais, de l'Espagne est honorable vis-à-vis de la Palestine, chose que l'Algérie défend depuis une année, donc à travers au niveau des Nations Unies, et bien sûr la politique algérienne, donc de la diplomatie, donc le moteur qui préside dans la ministère des Affaires étrangères, qui est en train de défendre, je dis, des positions d'Alger. On ne peut pas avoir tout le monde comme ennemi, donc c'est vrai, il y a eu des tensions de part et d'autre, même on voit ça avec l'Union européenne, des fois, des relations sont tendues entre l'Angleterre et la France avec l'Allemagne, les États-Unis avec l'Europe, donc ça arrive. Mais maintenant, lorsqu'il y a un pays qui veut vous déstabiliser, vous créer, c'est-à-dire, ils visent le régime algérien. C'est-à-dire, ils veulent déstabiliser le régime algérien pour qu'il y ait un nouveau régime qui ne va pas travailler dans les intérêts de l'Algérie, mais dans l'intérêt, je dirais, du colonialisme et d'intérêt des entreprises européennes, américaines, etc. C'est ça ce que nous refusons en tant qu'Algériens et ce que le gouvernement algérien refuse catégoriquement. Donc on ne peut pas... Très bien. L'idée est très claire, Dr Farid Ben Yahia. Elle est très claire. Restez avec nous. On va donner la parole à Karim Tabou. Qu'est-ce qu'il pense, donc, qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tabou, de cette crise récurrente entre Alger et Paris? Vous avez entendu, donc, écoutez, l'analyse du docteur Farid Ben Yahia. Le pouvoir, les autorités algériennes ont raison de réagir, mais aussi de défendre les intérêts de notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tabou? Enfin, d'abord, je pense qu'il faut restituer un certain nombre de vérités et puis remettre des événements importants dans leur contexte et évaluer donc en fonction de ces éléments concrets. Bon, je pense que la diplomatie qui prône d'ailleurs de beaucoup de pays des Arabes sur la question palestinienne, à l'épreuve du terrain, la question palestinienne est un écran de fumée. Parce que sur le terrain, des luttes, des positions, on a bien vu la timidité sur cette question, voire l'abandon des Palestiniens à leur sort. Sur la question du Sahara occidental, en tout cas, cette question, elle est instrumentalisée, elle est devenue même l'objet des grosses manipulations politiciennes, d'abord entre les régimes, mais également c'est devenu un besoin pour les régimes pour réprimer leur peuple. Vous savez, cette question, elle arrange autant le pouvoir en Algérie qu'elle arrange le pouvoir au Maroc. Donc chacun a besoin de se justifier, a besoin d'instrumentaliser les menaces extérieures, la Libye de la menace extérieure, pour essayer d'étouffer toutes les voix internes qui demandent le changement, qui demandent la démocratie, qui demandent les droits de l'homme. Mais pour revenir un peu à la question précise des relations entre l'Algérie et la France, on va essayer quand même de remettre deux événements majeurs. Le premier événement est que lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, entre les deux tours, il accorde un entretien au journal Le Jeune Afrique. Il déclare qu'il va s'engager à sortir les relations algéro-françaises de la logique des réseaux pour la remettre dans les institutions, pour encourager le partenariat, pour aller vers la jeunesse, la démocratie, etc.
quelques temps après, il y a eu donc, disons, réchauffement des relations. C'est bien apprécié à Alger. On a même dit que l'ex-ministre des Affaires étrangères, en la personne de Mtala Mamra, était un ami de Macron et que les choses étaient presque, c'était la lune des miels. Après, pour des raisons également liées au fait que les uns et les autres se retrouvent dans des contextes politiques internes difficiles. Vous savez, Macron fait face à une extrême droite qui progresse, qui est en courbe ascendante. Et puis également, le pouvoir en Algérie, de par son rejet par le peuple, avait donc besoin de jouer sur les fibres telles que la fibre nationaliste, la fibre anti-française, etc. Nous connaissons très bien le disque, la chanson, nous la connaissons très bien depuis fort longtemps. Hamdou Yahya nous disait que la France voulait faire des scénarios, des coups d'État, etc. était en train de préparer Mais finalement, c'était eux qui préparaient le coup d'État à l'État. Donc, nous n'avons pas de leçon à recevoir de gens qui sont là et qui utilisent ces questions comme instrument de domination interne. Mais il y a eu quand même un moment important. Et là, je m'arrête un petit moment. Il est très difficile de distinguer la voix officielle, c'est-à-dire le discours officiel, de la voix qui n'est pas officielle, mais qui, au fait, qui est autorisée officiellement. Souvenons-nous de l'histoire de l'arrestation du général Toufik, de Saïd Bouteflika, de Tartag, et on a même colporté l'information qu'il y avait les services de renseignement français qui auraient assisté à cette rencontre. Et on avait même accusé des gens d'avoir comploté contre l'autorité de l'armée. Et à l'époque, lorsqu'il y avait le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, était au podium, était le grand chef, et bien tout le monde s'était aligné sur cette position. Le lendemain, on n'en parle plus, les gens ont été innocentés, Toufik est retourné chez lui, la question est complètement effacée, ceux qui étaient à l'étranger sont revenus sur des avions présidentiels, ils ont même été reçus officiellement alors qu'ils avaient des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Donc les histoires des relations, nous connaissons bien les manipulations, comment ça se passe. Il suffit juste de restituer les événements. Le dernier événement en date, c'était lors de l'anticipation des élections. Souvenons-nous qu'il y a eu une information qui nous avait été donnée. D'ailleurs, c'était le Quai d'Orsay qui rend public un communiqué qui annonce aux Français ainsi qu'aux Algériens que le chef de l'État algérien devait effectuer une visite la fin septembre, début octobre. 11 jours après, on a lu un communiqué d'une réunion qui s'était tenue sous la présidence du chef de l'État algérien qui annonce l'anticipation des élections. Puis, il y a eu un comité mixte qui a été mis en place et qui devait répondre sur 5 questions essentielles, sur 5 chantiers que les uns et les autres étaient en train de travailler. L'Algérie, selon la déclaration de l'ancien ministre des Affaires étrangères, de l'actuel d'ailleurs, qui est encore en poste, il avait déclaré que l'Algérie demande la restitution du sabre et du carton de l'émirat Abdelkader. Il demandait également de trancher la question de la mobilité, donc la délivrance de visa. La troisième, c'est la coopération économique. La quatrième, c'était la question des essais nucléaires. Et la cinquième, c'était la question de la mémoire. Donc, tout était dans la bonne direction et que le chef de l'État devait effectuer une visite en Kabylie. Et après cette visite en Kabylie, qui avait un sens politique également, il devait la clôturer, la finir par une grande visite en France. Et les médias officiels algériens, les partis politiques proches du pouvoir, les personnalités avaient considéré que ce réchauffement de relations était très important parce que l'Algérie devait bénéficier de tous ces avantages, etc. Donc jusque-là, il n'y a ni la question palestinienne en jeu, ni la question du Sahara occidental, ni la mémoire, ni Shohada, ni Stirma, ni quoi que ce soit. Tout était en train d'être arrangé comme une symphonie par Alger et Paris pour une rencontre qui devait donc relancer de nouveau ces relations. Or, il y a eu quelque chose qui s'est produit, c'est la lettre qui a été adressée par le chef de l'État français au roi du Maroc et dans laquelle il lui exprime clairement le soutien de la France
à la proposition marocaine sur l'autonomie du Sahara occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc, à partir de là, il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Et donc, il fallait tout simplement avoir le courage de poser ce débat, de lui poser les lignes rouges, de lui poser les conditions des uns et des autres. Et nous n'avons pas besoin de recourir à une logique d'instrumentalisation des uns et des autres. Mais également, il faut remarquer, et là c'est un sujet qui demande à être clarifié, dans la communication officielle de l'Algérie, elle n'attaque jamais les officiels français. Elle attaque l'extrême droite, elle attaque les services de renseignement, mais lorsqu'on pose la question à n'importe quel ministre, y compris au chef de l'État, de se prononcer sur la France officielle, c'est-à-dire la position de Macron, l'attitude de Macron, la responsabilité de Macron, eh ben vous ne trouvez pas grand-chose dans ces déclarations-là. Vous allez trouver les gens qui sont autorisés officiellement à donner la parole de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il n'est pas exprimé dans un communiqué officiel, ni dans une attitude officielle. Mais il y a des relais qui, donc, tout ce qui ne peut pas être dit officiellement, il est officiellement autorisé à être dit par d'autres personnes. Donc, cette façon de faire a créé une espèce de flou, une espèce de confusion. Et je pense que Farid et moi et tous les Algériens sont tous d'accord que l'intérêt de l'Algérie, nous allons le défendre avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de force. Mais il faut vraiment faire la distinction entre défendre les intérêts de l'État, les intérêts de la nation, et se rendre complice d'un pouvoir qui continue d'instrumentaliser ces sujets-là pour empêcher les Algériens de respirer la liberté, de respirer la démocratie, de demander des droits. Donc nous ne pouvons plus, d'ailleurs ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis 62. À chaque soulèvement de population, à chaque moment où les Algériens demandent des droits et des libertés, eh ben le scénario le plus facile à fomenter était d'accuser tout le monde d'être à la solde des mains de la main étrangère. Sinon le contraire, c'est d'accuser les autres de vouloir déstabiliser l'Algérie par la main à l'intérieur. Mais en fait, je finis Nasser en 10 secondes. Au fait, lorsque nous faisons la comptabilité de ce que nous avons du chemin parcouru depuis 62, nous nous apercevons très clairement que la main étrangère, c'est les pouvoirs en place, que les intérêts des étrangers, c'est les pouvoirs en place, que ceux qui ont empêché ces pays d'avoir la démocratie, d'avancer, d'aller de l'avant, d'être développés, c'est les pouvoirs en place. Je pense que l'Algérie, c'est après 60 années, après l'indépendance, elle continue de patauger dans ces problèmes-là. C'est parce qu'il y a un pouvoir en place. Tout simplement, les Algériens, ils sont lettrés, ils ont de la compétence, ils ont de l'expertise, ils ont de l'envie, ils aiment leur pays, qu'ils soient en Algérie ou qu'ils soient dans la diaspora à l'étranger, ils aiment leur pays, mais malheureusement, toutes ces ressources-là sont dispersées par la faute de qui? Par la faute d'un pouvoir qui continue de sévir contre la volonté du peuple. Très donc bien. c'est ça la réalité. Autre chose, ça serait, faire des écrans de fumée, des histoires insensées et s'envelopper de choses, de mensonges, alors que la réalité elle est en face. Et nous avons d'ailleurs besoin de mettre fin à cette logique de mensonge parce que le monde aujourd'hui ne peut plus, ne laisse plus de place. On va revenir sur le monde d'aujourd'hui, Karim Tabou. C'est très important aussi ce que vous avez dit. Professeur Nordin Aoussat, quand Karim Tabou a soulevé la question d'un communiqué officiel, on n'a pas vu ce communiqué officiel du côté algérien concernant cette convocation de l'ambassadeur français par le ministère des Affaires étrangères. Cette information a été relayée par des médias algériens qu'on peut qualifier de proches du pouvoir. Mais aussi, avant de vous donner la parole, Nourdine, on va écouter aussi le ministre des Affaires étrangères français, Bruno Retailleau, qui a réagi par rapport à cette relation entre Alger et Paris. On a un petit souci avec la vidéo, nos amis de la régie. On va aller écouter Tebboune aussi, quand il a fait une interview. Il a parlé qu'on ne peut pas régler nos problèmes à travers la presse. On l'écoute.
Et ces choses-là ne se règlent pas par le biais de la presse. Il y a des règles pour préserver la souveraineté d'un pays. Même si tu as un problème avec lui. Je ne vais pas pérorer dans un journal pour le populisme et pour la campagne électorale. Voilà, donc alors que l'information a été relayée par la presse algérienne. Nourdine, votre réaction par rapport à ce que vous avez écouté aussi de la part de Dr Farid Ben Yahia, mais aussi de Karim Tab. Oh. Malheureusement, on ne vous entend pas. C'est Nourdine. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Dr Farid Ben Yahia, quelle est votre réaction? L'argument de l'analyse de Karim Tabou, elle est très claire. C'est que chaque fois on nous parle aussi de cette relation entre Alger et Paris, elle est utilisée, elle est aussi, elle va dans le sens des intérêts du régime, mais pas de l'intérêt donc de l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez de Dr Farid Ben Yahia? C'est vrai ce que Karim a dit, ce qu'il a évoqué, c'est vrai, il y a certains points qui sont justes, mais d'autres points non. À mon sens, je pense que Alger et Paris, c'est l'amour interdit, d'accord? Donc ça, il y a des relations, il y a des intérêts de part et d'autre. Et il y a des intérêts personnels de hauts responsables, il y a des intérêts, je dirais, économiques pour le pays, bien sûr. Il y a des intérêts de la France pour l'entreprise Total, donc, qui est en train, je dirais, de ramasser des royalties très très importantes dans les découvertes du pétrole et du gaz. Et on ne peut pas, je dirais, tourner la page rapidement, ou rompre les relations, je dirais, rapidement. Le problème qui se pose actuellement, c'est que c'est une guerre douce qui est déclarée entre Alger et Paris. On utilise les médias. Paris utilise des médias, et même si je prends par exemple l'exemple de ce Abdelaziz Bouteflika avait, je dirais, une peur bleue des médias français, notamment le Parisien et d'autres revues, lorsqu'ils évoquent quelque chose sur l'Algérie, lorsque son nom est cité. Donc il demande toujours le journal, qu'est-ce que dit la France? Eh bien ça, je dirais qu'on dirait la France est le miroir du pouvoir politique algérien, et ça c'est fou. Parce qu'on est indépendant. On a arraché notre indépendance, d'accord? On a arraché notre indépendance. On a payé un lourd tribut pour notre indépendance. Et on défend l'Algérie, quelles que soient les circonstances. Donc on doit être unis pour défendre les intérêts. C'est vrai qu'il y a des intérêts de part et d'autre. Mais moi, la France ne peut pas me dicter sa démocratie, d'accord? Parce que si elle dit vraiment la démocratie, il faut qu'elle l'applique chez elle. Il y a pas mal de points, on voit les partis politiques en France, comment ils se comportent, on voit aussi les médias français, d'accord, on voit les positions de certains, je dirais, hommes politiques qui sont chassés, qui sont, je dirais, je ne sais pas, on leur cherche toujours la petite bête, à l'instar de Mélenchon, donc de Villepin, d'autres qui disent la vérité. Et bien, la presse française aussi, elle n'est pas aussi neutre. C'est vrai qu'elle est plus démocrate. Il y a plus de démocratie, plus de liberté que l'Algérie, mais il y a toujours une main invisible qui est citée par, je dirais, Ricardo, qui dirige ces médias, d'accord? Donc, il y a quelque part des lobbies qui sont puissants, l'établissement français, par rapport à des intérêts des uns et des autres. Entre Alger, l'établissement d'Alger et l'établissement de France se connaissent très très bien. D'accord, se connaissent très très bien. Et donc, ils se connaissent depuis, je dirais, des années. Et dans cette position-là, je pense que la France cherche toujours à avoir la même mise, parce que pour elle, l'Algérie, c'est l'Afrique. Si je contrôle Alger, ça veut dire que je vais contrôler tous les pays africains. Et on voit que la France est actuellement chassée du Burkina, chassée du Niger, chassée, je dirais, du Tchad, du Mali. Il y a d'autres puissances qui rentrent dans ces pays du Sahel de l'Afrique. Il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Turcs, même les Américains qui commencent à rentrer donc, dans certains pays, certaines positions, en Angleterre, je dirais, dans l'Afrique de l'Est. Et tout ça dérange un petit peu la France. Donc la France essaye d'avoir toujours Alger comme un allié. On ne peut pas être allié. Alger et Paris, on ne peut pas être allié pour deux raisons. La première des choses, on n'a pas encore réglé le problème de la mémoire.
D'accord. La France n'a jamais demandé pardon à l'Algérie et n'a jamais indemnisé, je dirais, le peuple algérien. D'accord. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les positions de la France ne sont pas, je dirais, exactes avec la politique algérienne. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils disent la chose, ils sont contents, surtout avec le président Macron. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées avec le président Tebboune, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe dans l'Élysée, on ne comprend pas. C'est-à-dire, quelle est la position de la France profonde, quelle est la position du président de la République française. Je pense que même avec Monténégro, même s'il y a des hauts et des bas, mais ils sont plus ou moins clairs dans leur position. Ils sont clairs vis-à-vis de la France, uniquement de la France. Ils sont clairs, ils cherchent je dirais, à régler certains dossiers. Ces dossiers-là ont été cités par Karim, donc sur le dossier du nucléaire, sur la mémoire, sur etc., sur le dossier économique. Mais les Français, à chaque fois, ils font un pas, deux pas en arrière, etc. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent exactement, d'accord. Ils doivent être clairs. C'est-à-dire, il faut que le message soit clair entre Alger et Paris. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on cherche qu'il y ait des relations stables entre Alger et Paris. C'est vrai. On voit, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, entre l'Allemagne et la France, l'Allemagne et l'Angleterre, actuellement, ils ont pu faire, je dirais, l'Union européenne, ils ont construit, je dirais, pas mal de choses, ils ont des positions. Ça ne veut pas dire que je vais rester éternellement en guerre avec ces pays-là. C'est-à-dire, on tourne la page sans la déchirer. Mais si je tourne la page, il ne faut pas à chaque fois que vous essayez de me créer des intrigues, de me créer, je dirais, des problèmes, essayer de pousser certains hommes politiques en France, donc d'évoquer certains sujets qui inquiètent et je dirais, qui poussent l'Algérie à réagir d'une manière négative. Donc tout ça, il faut, je dirais, enterrer. Il faut enterrer l'âge de guerre entre Paris et Alger. On ne peut pas rester, je dirais, éternellement dans ces positions-là. Mais qui a commencé à ces comportements-là? Je ne dirais pas que c'est Alger qui a commencé, c'est la France. D'accord? C'est clair, c'est la France qui a changé de cap, qui a changé de position. Et pour nous, le dossier du Sahara occidental, c'est un dossier qui est très important pour l'Algérie. Et pourtant, docteur Farid Ben Yahia, c'est très clair. Mais la question aussi qui se pose, les États-Unis aussi ont changé de position vis-à-vis du Sahara occidental. L'Algérie n'a pas réagi de cette façon, si on peut dire. Restez avec nous, docteur Farid Ben Yahia. Je pense qu'on a rétabli donc la connexion avec Nordine. Je ne sais pas si vous m'entendez, Nordine Awsat. Nordine Awsat? Oui. Oui, moi j'entends. Hein. Ah, très très bien, alhamdoulilah. Donc on a réglé le petit souci de connexion. Nordine, désolé. Donc je sais que vous avez peut-être suivi le débat qui a eu entre Dr Farid Ben Yahia mais aussi Karim Tabou par rapport à cette question de relation entre Alger et Paris. J'aimerais avoir votre réaction, bien sûr par rapport à ce que vous avez entendu, mais comment vous voyez cette crise entre Alger et Paris? Alger qui accuse bien sûr Paris d'essayer donc de déstabiliser d'un complot, mais aussi de déstabiliser l'Algérie. C'est Nordi. Écoutez, je salue tout le monde, salam alaikum à tous. Il faudrait faire la distinction, encore une fois, entre la voix officielle de l'État algérien, qui est absente, je regrette, d'accord, il n'y a aucun communiqué officiel ni de la présidence, ni du ministère des Affaires étrangères, d'accord. Je peux bien croire que l'ambassadeur d'Algérie, l'ambassadeur de France à Alger a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Je pense même le ministre français des Affaires étrangères le confirme, mais qu'est-ce qui lui a été dit pour que le ministre des Affaires étrangères lui transmette quel message? On n'en sait rien du tout. Et ce que dit la presse, ni le Soir, ni le Khabar, ni le Moudjahid, je ne pense pas que ça soit l'expression ou bien un communiqué ou en guise une sorte de communiqué du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est la cacophonie qui est à Alger. Déjà opaque depuis toujours, on s'est toujours posé la question sur la chaîne de commandement, on s'est toujours posé la question sur qui doit parler au nom de l'État. On se souvient, depuis que Abdelmajid Tebboune est arrivé à la tête du pouvoir,
le 12-12. Depuis, juste quelques semaines après, elle est partie se soigner en Allemagne. Et on savait, il y avait aucun communiqué qui était fait par la présidence pour parler de Abdelmadjid Tebboune. C'était son fils, c'était son beau-fils ou son gendre. C'était depuis ce moment-là qu'on a commencé à avoir une nouvelle diplomatie de l'Algérie qui ne s'affiche jamais officiellement. Donc, c'est pour cette raison que je dis ce que affiche la presse, à savoir un complot, et ce que a montré la télévision, les deux chaînes de télévision algériennes, c'est soi-disant, moi je ne crois pas à un traître mot, je ne crois pas du tout que cela est vrai, ça n'a jamais été le cas. La France depuis 62, depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu de coup aussi grave que de vouloir recruter des agents algériens pour déstabiliser l'Algérie comme ça, et en plus des djihadistes ou d'anciens djihadistes. Mais ça serait, si c'était le cas, on ne serait pas aujourd'hui à attendre que le journal Le Soir ou le Moudjahid nous dise qu'il va y avoir rupture ou dernier avertissement. Non, c'est la rupture totale, c'est la convocation, c'est le ministre des Affaires étrangères qui va parler. Et ce que dit Abdelmadjid Tebboune, qu'on ne se chamaille pas par presse interposée, je regrette. Je connais très bien le paysage médiatique français, que ce soit les télévisions ou les journaux. Les journaux ne parlent pas au nom de l'État français. Quand l'État veut un communiqué, il le fait de façon officielle, ce n'est pas le cas. De l'autre côté de l'Algérie, le ministère des Affaires étrangères qui se tait. Regardez, c'est Nassar. Vous l'avez montré 2 fois, je pense, la séquence du ministre des Affaires étrangères qui était dans une radio française. Au moins, il s'exprime 30 secondes, 1 minute, mais au moins, il y a une parole, un communiqué, une déclaration officielle d'un ministre des Affaires étrangères qui parle de ce sujet-là. Et nous, il est où le ministre des Affaires étrangères? Il est où le porte-parole des ministères des Affaires étrangères? Très bien. Donc, encore une fois, c'est Nassar, on va pas rejeter sur la France les problèmes qui sont des problèmes interne, que la France prenne telle ou telle position vis-à-vis du Sahara occidental, soyons quand même matures et responsables. C'est leur droit, c'est leur politique étrangère qu'ils ont à mener vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis de l'Algérie et les autres pays du Maghreb. Maintenant, c'est à nous de l'exprimer de façon plus clair et de façon directe, leur dire votre position vis-à-vis du Sahara occidental ne nous satisfait pas, nous ne sommes pas contents, et de réagir autrement. C'est pas en créant des crises qui sont des crises plutôt imaginaires, un complot pour la déstabilisation du pays, mais c'est bien facile à dire, déstabiliser un pays, c'est comme le dit à 2 reprises ou 3 c'est Farid Ben Yahya en parlant de guerre douce. Mais à mon avis, l'Algérie et la France, ils n'ont jamais été en guerre douce où il y avait des tensions, mais ces tensions-là, elles se traduisent par un rappel de l'ambassadeur, mais jamais à déstabiliser le pays. Ça, je pense que c'est nouveau, et encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une réelle tentative de la part de la France de déstabiliser l'Algérie, comme le disent ces 3 journaux que je n'ai même pas besoin de qualifier. Nous, c'est Nordine. Bien sûr, ce qui se passe, on parle de la diplomatie, mais aussi ce qui s'est passé aussi en Syrie. Comment ce qui se passe en Syrie peut impacter donc le monde arabe en général, mais aussi
l'Algérie en particulier. Vous êtes en train de voir donc cet article, ce titre, il s'agit de révolution importée et des guerres de démantèlement. Donc ça, c'est les déclarations de Louisa Hennoun, la secrétaire générale donc du Parti des travailleurs. Elle a déclaré que l'exploitation des problèmes par certains partis est une vérité détournée à des fins injustes, car cela sert de prétexte pour atteindre des objectifs destructeurs planifiés depuis l'étranger. Donc, selon la responsable politique, ces pratiques sont qualifiées à tort de révolution, ce qui constitue une tromperie manifeste, puisqu'il y a de révolution véritable que lorsqu'elle émane d'une base interne, qu'elle soit ouvrière, estudiantine ou autre. En dehors de cette logique, ajoute-t-elle, elles sont importées et ne sont rien d'autre que des guerres de démantèlement. Et là, bien sûr, on va revenir sur cette campagne de hashtag, si on peut dire, qui a été lancée par des Algériens juste après cette petite intro. Voilà, donc le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. On va écouter, donc, on va juste regarder dans cette vidéo la campagne donc Maranish Radi. On écoute donc cet extrait. Je reviens juste après, à mes invités. الجزائر دولة غنية وشعبها فقير مانيش راضية. محطة 02 حول ومانيش راضي. محطة 42 ماناش راضيين. حول مناطق الظل ما راناش راضيين بالميش هذه اللي رانا عايشين. أوتي المحطة 35 ولاية بومرداس الجزائر ما رانيش راضي بالنظام الفاسد اللي راه حاكمنا. بلي ديبلوم بقرايتنا ما لقيناش خدمة مانيش راضية. أنا إنسان ديبلومي عندي دي كاباسيتي راني نشوف في الأوضاع لا تبشروا بخير. خاوتي ما تخافوا والو هذا مجرد تعبير عن رأيكم وما كنتيو في حتى جريمة. بيسك حرية التعبير يكفلها الدستور الجزائري ونزيد نقولها ونعاودها ما رانيش راضي من الفنزويل وما رانيش راضي عليكم حتى تروحوا. مانيش راضي خاوتي هذه الحملة داروها دي زالجيريان يبغوا البلاد وانا راني معاهم فيها. ميساج برك ليكم خاوتي ما تخلوش عباد خاينين رواحهم خاينين البلاد يدخلوا يندسوا معاكم ويخسروكم دي الحملة. حقي كمواطن جزائري نعبر ونقول بلي ما رانيش راضي. المحطة 10 ما رانيش راضي. من المحطة 13 وانا ساكتين حتى الآخر رامق لأن هذولا مدنية ماشي عسكرية. Voilà, mais aussi un autre hashtag a été lancé pour contrecarrer donc ce hashtag Maranish Radi. Donc le titre de ce hashtag Ana Ma Bladi. On écoute. الجزائريون ينتصرون مجددا وبقوة كعادتهم لهاشتاغ أنا مع بلادي. الجزائريون يثبتون ككل مرة وطنيتهم وغيرتهم على الجزائر ضد كل المؤامرات والدسائس التي يخطط لها أعداء الوطن. Voilà. Est-ce que c'est un cri de colère des Algériens? On a vu par exemple qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière élection présidentielle le 7 septembre. Les Algériens ont boycotté donc cette élection. Si on peut dire, c'est une preuve que les Algériens ne sont pas contents de la gestion de leur pays. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent nos invités? Karim Tabou, d'abord, sur le plan géopolitique, le monde est en train de changer. Et beaucoup d'observateurs ont parlé de ce qui s'est passé donc en Syrie, ils l'ont lié, ils ont parlé des répercussions par rapport à ce qui s'est passé donc en Syrie, la chute de Bachar al-Assad, qui peut se répercuter, si on peut dire, sur le monde arabe en général, mais aussi sur la situation en Algérie. Est-ce que c'est un cri de colère des Algériens qui est destiné donc au pouvoir algérien? Qu'est-ce que vous en pensez? Rappelons-nous bien que le pouvoir algérien avait ignoré
les cris de détresse des Libyens, et le pouvoir algérien était le dernier à continuer de soutenir le tyran Kadhafi face à la volonté de son peuple. Le peuple libyen, comme tous les peuples de la région, se sont révoltés pour demander leurs droits, pour demander que l'on mette fin à la bêtise. Vous imaginez 42 années de règne de Kadhafi, et puis après le peuple qui est sorti pour demander des droits, et il y a donc des gens qui trouvent de l'intérêt à soutenir un tyran, un régime qui a bloqué un pays pendant 42 années. Également sur la question de la Syrie, souvenons-nous que l'Algérie officielle, le pouvoir algérien, était un des rares pouvoirs à avoir soutenu Bachar al-Assad, et il a fallu attendre sa chute pour voir au grand jour les atrocités, la sauvagerie, le caractère inhumain de certaines pratiques du régime de Bachar al-Assad contre son propre peuple. Lorsque vous voyez le nombre de réfugiés qui sont en déplacement dans le monde, l'essentiel des flux migratoires qui viennent de l'Afghanistan, qui viennent de l'Irak, qui viennent de la Syrie, qui viennent des pays subsahariens, une grande partie de ces réfugiés sont des réfugiés qui viennent de ces pays qui prétendent justement être là pour le Qawmiya, pour les valeurs, etc. Mais au fait, ils ont démoli leur société. Lorsque vous voyez le nombre d'Algériens, je pense qu'ils sont 8 millions d'Algériens ou plus, qui errent dans tous les pays du monde, qui cherchent le moyen d'aller dans une université digne de son nom, d'aller se soigner dans un hôpital digne de son nom, d'aller travailler dans des conditions dignes de son nom. Et ça ne touche plus les gens qui ne travaillent plus, qui ne travaillent pas. Ça touche toutes les catégories de la population. Les cadres d'entreprise, les médecins, les ingénieurs, les pharmaciens, tout le monde postule au départ à l'étranger. Lorsque vous gérez un pays et vous obligez les gens, vous créez les conditions pour que les populations se révoltent ou cherchent des débouchés ailleurs, il va falloir se regarder dans un miroir. Il va falloir s'interroger. Mais Karim Tabou, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, Karim. Karim Tabou, ceux qui argumentent aussi que cette campagne vise à déstabiliser l'Algérie, et dans plusieurs interviews, surtout dans une interview, Majid Tebboune a dit clairement que l'Algérie était donc le prochain pays qui était visé après la Syrie. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tab? Juste une toute petite précision. Lorsque le chef de l'État avait déclaré cela, il avait enchaîné sur la question du journaliste Al Jazeera et il avait dit que cette parole a été dite officiellement. Nous ne connaissons pas la voix officielle qui avait dit cela. Parce que dans la logique, il fallait immédiatement réagir. Si c'est une voix officielle qui a prononcé cela, l'Algérie devait sur place prendre ses dispositions vis-à-vis de cette voix officielle. Mais souvenons-nous, lors du Hirak, on a même dit qu'on a attrapé quelqu'un au tunnel de la faculté à Alger Centre qui portait des cartes géographiques et qui était en train de préparer des scénarios soutenus par un pays étranger, etc. Mais ce genre de manœuvres sont beaucoup plus destinées en interne, beaucoup plus qui sont destinés vers l'extérieur, parce que dans les faits d'État algérien, la voie officielle n'a jamais pris de mesures concrètes contre. Vous imaginez, face à une grève des étudiants de médecine, et je ne veux pas vraiment intervenir sur ce sujet au risque de nous faire accuser de vouloir manipuler, de vouloir exploiter ce problème. Mais lorsque vous avez des universités, des instituts de médecine bloqués pendant de longs mois, des étudiants qui demandent à être écoutés, au lieu d'ouvrir des portes de débat, au lieu d'ouvrir des perspectives de dialogue pour les gens, on les accuse d'être au service de X et de Y. Vous imaginez à quel point nous sommes descendus dans la façon dont on traite nos problèmes. Donc, inévitablement, lorsque vous regardez les peuples avec mépris,
avec cette arrogance, avec cette violence, en allant jusqu'à les accuser de servir les intérêts étrangers. Bien au contraire, ce sont ces régimes-là qui ont été à la solde de l'étranger. Mais ces régimes-là, ils ont démoli leur pays. Mais la protection de ces pays, c'est nous qui allons l'assurer. C'est les peuples qui assurent la protection de leur pays. Ce ne sont pas ces pouvoirs qui sont là et le lendemain, ils partent dans leur résidence secondaire dans les pays à l'étranger. Mais d'ailleurs, si nous revenons un peu sur la question avec la France, mais qui a le bénéfice des avantages de la France? Mais c'est bien, c'est responsable. Ces gens-là qui ont acheté des biens luxueux à Paris, c'est les gens qui font pour se faire soigner à Paris. C'est ceux qui prennent l'avion le matin et retournent le soir à Paris. Mais ce sont ces gens-là qui ont des intérêts avec Paris. Ce n'est pas le peuple algérien. Le peuple algérien est en train de chercher le moyen d'avoir son bac avec une bonne moyenne pour essayer de se présenter devant les universités étrangères et se faire inscrire sur la liste des étudiants. Vous imaginez des étudiants, des lycéens, avant même d'arriver à l'université, ils ont un seul rêve, augmenter de leurs moyens dans l'obtention du bac pour postuler un départ à l'étranger. Vous imaginez un pays qui se vide comme ça et on va chercher les raisons ailleurs. On va les chercher en nous-mêmes, on va les chercher dans la nature du pouvoir, on va les chercher dans la nature de notre université, dans notre système d'éducation, dans notre système de santé, dans notre système de sécurité, dans notre système économique, etc. Donc, arrêtons de nous mentir. Et puis, cette engeance d'opportunistes qui sont actionnés à chaque fois. Mais nous les avons vus avant le Hirak. Nous les avons vus, ces politicards de salon qui à chaque fois nous tirent les histoires de menaces extérieures, etc. Alors qu'ils étaient accoquinés à Bouteflika pendant 20 années, ils étaient accoquinés à l'Aïsaba pendant 20 années, ils étaient de l'autre côté de la rive, mais ils ont choisi leur camp, ils ont été du côté de l'Aïsaba, du côté du pouvoir, ils n'ont jamais été du côté du peuple. Donc aujourd'hui, de grâce, par un respect, par un minimum de moralité politique, j'allais dire d'hygiène politique, arrêtez d'insulter les Algériens. Arrêtez d'insulter ces Algériens qui ont fait preuve pendant 2 années d'abord de respect. Et je pense que c'est très, très, très important de le rappeler, lorsque les hommes politiques, ils ont eu une sentence de disqualification, de divorce avec le peuple. Ils ont été rejetés par le peuple, ils ont été chassés par le peuple, je m'excuse de l'expression chassés, ils ont été mis dehors par le peuple. Ce jour-là, ils ont un ressentiment, ils ont une rancune contre le peuple. Et d'ailleurs, il faut bien savoir que la façon dont ils traitent leurs propres affaires, c'est toujours des sous-tables. C'est toujours des sous-tables, ils sont dans le pouvoir, ils sont ailleurs, ils sont en prison, ils sont libérés, ils sont reçus à la présidence. Et vous savez, hein, c'est un terrain tellement mouvant, obscur, qu'ils trouvent le moyen d'être partout dans les sens du pouvoir. Et pendant ce temps-là, le peuple, il est là, il demande la liberté, il demande à avoir le droit d'avoir des droits. Les Algériens réclament restez avec nous, Karim. Tout simple. Restez avec nous, Karim Tabou. Docteur Farid Ben Yahya, comment peut-on lire donc cette campagne? Est-ce que c'est un cri de colère des Algériens qui est destiné bien sûr aux autorités, au pouvoir en place? Maranish Radi, ce hashtag donc qui a été relayé sur les réseaux sociaux, mais en contrepartie, donc il y a eu ce hashtag pour répondre aussi à ce hashtag Marani Charadi, Ana Ma Bladi. Ana Ma Bladi, ils accusent aussi ceux qui véhiculent donc ce hashtag Marani Charadi comme étant des Algériens qui veulent déstabiliser le pays, mais aussi un hashtag qui n'émane pas des Algériens, qui vient des pays étrangers pour déstabiliser l'Algérie. Quelle lecture peut-on faire si Farid Ben Yahya? Avant de vous donner la parole, on va juste passer, bien sûr, ce poste de Mohsen Ben Abbas, l'ancien président du RCD, qui a dit Marani Charadi, لأن بلادي اللي فيها ثروات لا تحصى مازال فيها ناس يعيشون في ظروف صعبة وما يقدروش يحققوا أبسط حقوقهم. مرانيش راضي لأنه الشباب اللي كان لازم يكون مستقبل البلاد واللي يشوف الهجرة
كحل وحيد للهروب من البطالة والتهميش. ما رانيش راضي لأن الكفاءات والناس اللي يخدموا بضمير يتعرضوا للإقصاء، بينما المصالح الشخصية تبقى هي اللي تسير كل شيء. ما رانيش راضي لأن الحلم بمستقبل مشرق لولاد بلادي واللي غامق، وكل يوم الواقع يزيد يحبطنا، والشباب ما لقوش فين يتوجهوا. ما رانيش راضي لأنه صوت المواطن خاصة اللي يطمح للتغيير واللي مكبوت، وكل من يعبر عن رأيه في الحق يلقى نفسه مكتف ومقصي. لكن ما رانيش راضي لأني نشوف بلادي فيها الإمكانيات باش تكون أفضل. ما رانيش راضي مجرد غضب، ما رانيش راضي ماشي مجرد غضب عابر، بل هي دعوة لفتح نقاش جاد حول التغيير، تغيير مبنى على العدالة، الكفاءة والشفافية، والتغيير يبدأ من كل واحد فينا. الجزائر تستاهل خير، لكن الخير هذا ما راحش يجي إلا إذا قررنا نتحمل المسؤولية ونعملوا معا باش نغيروا واقعنا. سي فريد باردون، واش رايك؟ Qu'est-ce que vous en pensez? La première des choses, lorsqu'on parle du hashtag, donc hashtag, c'est des réseaux sociaux, bien sûr. Il y a des jeunes Algériens qui s'expriment. Il y a quelqu'un, nous sommes tous d'accord. Moi, Karim, c'est Nordin, donc nous sommes tous pour que l'Algérie unie, on défend les intérêts suprêmes de notre pays. Même si il y a une différence entre nous et peut-être certains partis politiques ou d'autres personnes, mais il y a quelque chose qui nous unit, c'est l'Algérie. D'accord? L'Algérie, c'est notre mère, d'accord? C'est notre mère après la maman. Donc il y a ce pays-là qui nous a hébergés, donc qui nous a donné beaucoup de biens. On a fait nos études, on a vécu, on s'est marié, on a eu des enfants. Tout ça, c'est notre pays, c'est notre cher pays de l'Algérie. Et nos parents, nos grands-parents, donc tous les Algériens ont payé le tribut pour son indépendance, d'accord? Il y a eu du sang, des larmes, etc. Donc personne nous donne des leçons sur le nationalisme, la défense. Nous sommes tous des patriotes, tous des Algériens qui défendent l'international. Néanmoins, il y a des problèmes profonds. Le problème profond, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a, je dis, une grande abstention dans le vote, ça c'est un message de mécontentement de la population. Et malheureusement, on n'essaie pas d'analyser les choses. Pourquoi le peuple n'est pas allé aux urnes? Ça veut dire qu'il n'est pas content. Il y a certains politiques, ils ne sont pas contents. D'accord? Le deuxième point, lorsqu'il y a fraude électorale, on l'a vu dans les années passées, beaucoup de fraude électorale. Donc ils imposent des gens, X, Y, Z, il y a des quotas pour les partis politiques, on ne peut pas parler de démocratie. D'accord? Ça c'est le deuxième point. Troisième point, c'est la liberté d'expression. Il faut libérer les médias. Libérer les médias, laisser les gens parler, laisser les gens dire ce qu'ils pensent réellement. C'est-à-dire, je ne suis pas contre les personnes, mais je suis contre peut-être une certaine politique, une certaine démarche. Moi, je dis mon point de vue, Karim va dire son point de vue, Nordin va dire son, etc. Et c'est comme ça qu'on construit la démocratie. Donc il faut, même Carl Schmitt, qu'est-ce qu'il dit dans les partis politiques, on crée un parti pour qu'il y ait ami ennemi ou ami adversaire. D'accord, dans les programmes politiques. Parti de gauche, parti de droite, centre-gauche, centre-droit, etc. Et donc à chacun son programme. Mais nous, hélas, nous avons perdu. On a eu peut-être un laps de temps, un certain temps. Donc, on a perdu. Donc on ne peut pas s'exprimer sur des programmes. Moi, personnellement, je discute avec des universitaires, je discute avec des citoyens, donc simples citoyens. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Ils disent, voilà, il y a beaucoup de personnes qui méritent d'être, c'est-à-dire au sein du gouvernement. On voit des gens qu'on ne connaît même pas, qui sont au gouvernement actuel, et on ne voit pas les choses claires. C'est vrai qu'il y a quelques compétences, on ne va pas nier tout ça. Mais ça ne marche pas. L'opérabilité est lourde. Même dans nos décisions économiques, l'Algérie, on peut séparer toutes les richesses pour qu'elle décolle. Et les débats, maintenant, c'est vrai, actuellement, ce qu'il a dit le président de Mohsen Ben Abbas, je suis d'accord qu'il y ait un débat politique. Je pense que les pouvoirs politiques actuellement doivent réfléchir sérieusement. Parce que les étrangers... Est-ce qu'il y a urgence, Dr Farid Ben Yahya? يعني هو je vais rappeler juste يعني un passage ما رانيش راضي ماشي مجرد غضب عابر بل هي دعوة لفتح نقاش. يعني الشيء هذا راك تتكلم عليه انتاي.
c'est vrai, actuellement, nous avons besoin d'un grand débat politique. Docteur Farid Ben Yahya? Je pense qu'on a perdu Dr Farid Ben Yahya. Inch'Allah, yaoud yarja. Si Nourdine, je vais vous donner la parole dans le même sens de ma question. Bien sûr, il y a ce hashtag, cette campagne, donc Mara Nishradi, je ne suis pas content par rapport à la gestion du pays, par rapport à la situation de notre pays, surtout quand on voit de l'autre côté aussi ce qui s'est passé en Syrie. Est-ce qu'il n'y a pas urgence donc d'ouvrir ce débat comme ça a été mentionné par Mohsen Belhabbas qui a dit Mara Nishradi ماشي مجرد غضب عابر بل هي دعوة لفتح نقاش جد حول تغيير مبني على العدالة الكفاءة والشفافية والتغيير يبدأ من كل واحد فينا. Est-ce qu'on doit écouter ce cri? Est-ce qu'on doit écouter le peuple? Même Dr Farid Ben Yahya a parlé aussi de ce message du 7 septembre dernier pendant les élections présidentielles. Le peuple a boycotté ces élections. Votre réaction, c'est Nourdine? Oui, ma réaction, bien entendu, qu'il faudra l'écouter. Et c'est pas qu'une urgence, c'est vital. C'est plus que essentiel d'écouter le peuple. J'aimerais juste faire très rapidement 2 remarques par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as montré Louisa Hannoun qui parle de la Syrie. Moi, j'invite les Algériens à être un peu dignes, à être un peu, je dirais, responsables et respecter le peuple syrien et respecter la souffrance du peuple syrien. Moi, je me souviens que ce peuple souffre depuis au moins 1981. 1981, depuis que le père de Assad Hafez avait commencé à réprimer son peuple dans le sang avec des avions et des armes de guerre. Donc que maintenant ce peuple revoit un peu la lumière et commence à respirer après 43 années de résistance, de révolution. Ce n'est pas une révolution celle-là. Je ne sais pas ce que je pourrais appeler comme une révolution. Il faut cesser d'accuser ceux que nous aimons pas pour des raisons idéologiques et politiciennes d'être à la solde des États-Unis ou autres. Vous lui posez la question à Louisa Hannoun sur le Rojava, elle vous dira que c'est le paradis sur terre. Pourquoi? Parce que ce sont ses camarades idéologiques. Mais l'immense majorité de la Syrie, elle les renvoie de cette façon-là. C'est honteux et je n'accepte pas ça. Sinon, ce qu'avait dit Abdelmajid Tebboune sur soi-disant l'Algérie, elle sera la suivante sur la liste, ça c'est une légèreté malheureusement de la part de Abdelmajid Tebboune. Il n'y a aucun, je dis bien aucun, et je mets au défi quiconque de me citer une seule voix qui aurait dit cela, que l'Algérie, après la Libye, sera la prochaine sur la liste. On l'avait attribué, comme l'avait fait il y a quelques jours un de vos invités à Sarkozy, mais Sarkozy ne l'a jamais dit. Je ferme la parenthèse sur les 2 remarques. Maintenant, je reviens, Mara Nishradi, bien sûr, c'est tout le peuple algérien qui n'est pas content, qui n'est pas satisfait. Mohsen Belhabbas avait exprimé avec des raisons économiques et sociales, mais je dirais qu'il y a pire que ça, c'est les raisons politiques que l'État algérien s'est passé d'un président. De 2014 jusqu'en 2019, on n'avait pas besoin, apparemment, l'État n'avait pas besoin d'avoir un président, puisque le président était absent. Maintenant, c'est le contraire
qui se passe, l'État a l'air de se passer du peuple. Il n'a pas besoin du peuple. Il le convoque, il fait de la théâtralisation des élections factices un jour, et il en parle une semaine avant, une semaine après, et puis circuler, il n'y a rien à voir. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a un divorce, il y a un fossé qui sépare le pouvoir du peuple. Le peuple n'est pas du tout, je dirais, l'immense majorité du peuple algérien n'est pas du tout dans l'agenda du pouvoir, ni même dans le même perspective, si tant est qu'il y ait une perspective au sein de ce pouvoir. Donc, oui, redonnons à l'action politique sa place dans le pays, puisqu'on a étouffé, on a bâillonné tous les partis politiques, redonnons à ce peuple sa vraie, je dirais, légitimité et sa vraie liberté à s'exprimer librement, et il est loyal, il est attaché à son pays et il est prêt à faire des sacrifices pour son pays. Mais pas à faire des sacrifices pour un pouvoir qui le tire vers l'arrière, pour un pouvoir qui l'empêche, qui empêche le pays d'aller de l'avant, de profiter du peu, je dis bien du peu, des richesses, notamment pétrole et gaz qui lui restent, pour amorcer, pour refonder, reconstruire une base qui lui servira de moyen de création de richesses demain. On est sorti le plus grand projet aujourd'hui de l'Algérie, dont on nous parle, 10 milliards de dollars d'investissement, encore une fois, dans l'exploitation minière dans le premier secteur, alors que les pays sont en train d'asseoir leur économie sur le secteur, le troisième secteur de l'économie, le secteur des services, voire même le quatrième qui est le service au service. Et nous, on est encore à parler du secteur primaire de l'économie que certains pays ont déjà mis en arrière, ou bien lui ont laissé juste une petite marge, une petite part qui ne représente moins de 2 ou 3% de leur produit intérieur brut, et nous, c'est encore la plus grande partie de notre produit intérieur brut. On marche sur la tête, qu'on arrête d'incriminer ce peuple. Le peuple algérien aime son pays. Le peuple algérien est attaché à son pays. Mais le peuple algérien ne veut plus de ce régime, ne veut plus d'une voilà, je perds mes mots, militarisation de ce système. On veut que les militaires se retirent du champ politique une bonne fois pour toutes. Le peuple n'a pas besoin d'eux en politique. Il est mature, il a de la volonté, il a de l'envie, il a des idées pour sortir le pays de la situation dont il est, et il n'a pas besoin qu'il soit guidé ou téléguidé ou bien dirigé par les militaires. Voilà ce que nous demandons, voilà ce que le peuple demande. Barakallahu fik Said Noureddin, yatik saha. On va écouter dans ce passage, puisque vous avez mentionné que le peuple algérien aime son pays. La réaction d'un citoyen algérien par rapport donc à cette campagne de hashtag Maranish Radi, et de l'autre côté aussi pour contrecarrer donc ce hashtag Ana ma'a bladi. On l'écoute. كلمك راضي على واقع الجزائر وعلى واقع الشعب الجزائري. فئة كبيرة تشوف أنه مش راضية، فئة أخرى تقول لك أنا راضي، هذا الأمر كله ما يهمنيش وكذا، دبر راسها أنت حر، ولكن نشوف فاش يدخلوا أنا مع بلادي، تجي بعض
أحذية الطواغيت وأحذية الظلم وأحذية الفساد والاستبداد يحورون الكلام، يعني يخرجوه عن سياقه، يبدا يقول لك أنت ماكش راضي أنا مع بلادي، وكأنه اللي يقول ماهوش راضي ضد بلاده. لا، في الحقيقة اللي ماهوش راضي هو يعني يحب بلده أكثر منكم ويخاف على وطنه أكثر منكم، والدليل أنه ماهوش راضي على نسبة الفساد، على نسبة الاستبداد، على نسبة الطغيان، على نسبة الظلم، على نسبة اللا استقرار الذي تعيشه الجزائر على جميع المناحي، على التداخل في المهام، كل واحد ولا يتدخل في شؤون غيره، خاصة عندما نشوف الجانب السياسي العسكري يتدخل وهكذا. Voilà. Message très clair. Docteur Farid Ben Yahia, désolé, on vous a perdu donc en plein analyse, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais vous presser un peu par rapport au temps. Tfadal, Docteur Farid Ben Yahia. Voilà, donc il faut qu'il y ait une démocratie réelle, c'est-à-dire qu'il faut respecter le choix du peuple. Parce qu'on ne peut pas construire un État fort sans qu'il y ait la participation du peuple. Si le peuple algérien n'a pas été engagé durant la guerre de libération nationale, impossible qu'on pourra, je dirais, combattre la puissance coloniale française. Et si vous avez toujours le peuple qui est à vos côtés, vous allez faire des miracles. D'accord? Vous allez faire des miracles. Et je pense que la meilleure chose qui a été citée durant la Révolution, qui m'a été citée par un ancien commandant de la HLN, lorsqu'il avait les grandes attaques du Constantinois, Roujouma Chamal Qassantini, donc il y avait le colonel Ziroud Rabbi Rahmou. Donc il a réfléchi parce que c'était les Horaces qui étaient, je dirais, encerclés. La France est en train d'utiliser l'aviation, les chars, etc. Donc il y a eu des attaques. Donc dans la région de l'Horace, c'était vraiment encerclé. Et qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de faire des attaques le 20 août 55. Je dirais dans tout le Constantinois, c'est-à-dire des frontières justes de l'Khouroub jusqu'aux frontières justes de Bébéa, Bougie, etc. Et après ces attaques-là, qu'est-ce qu'il a dit, Ziroud? Il a dit, voilà, nous avons réussi cette attaque, grâce à Dieu, grâce à nos compatriotes, grâce à Mouyahidine. Et maintenant, je sais que nous avons un grand peuple. Nous avons un grand peuple. Et ce peuple-là mérite, je dirais, un pouvoir plus compétent, un pouvoir qui est plus éclairé, un pouvoir qui pourra aller avec ce peuple de l'UIC parmi les grandes nations. Donc c'est ce qu'il a évoqué, Ziroud. C'est-à-dire que nous avons besoin actuellement, c'est vrai que l'Algérie a enfanté, je dirais, des hommes. Pendant des années, l'Algérien a enfanté beaucoup de héros. Et nous avons besoin, c'est-à-dire moi, lorsque je vois qu'il y a beaucoup de compétences actuellement qui sont marginalisées, moi, j'aime pas ça. Il y a des compétences au niveau politique, au niveau économique, au niveau, je dirais, culturel, etc. Et pourquoi on ne choisit pas? Parce qu'ils ne partagent pas certaines positions avec M. X. Merci. Non. On aime tous l'Algérie. L'Algérie appartient à tout le monde. Merci beaucoup, Dr Farid Ben Yahia. On va donner le mot de la fin très rapidement à Karim Tabou, s'il est toujours avec nous. Si Karim, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Très rapidement, Karim Tabou, parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Je vous laisse un petit mot de la fin. Vous savez, lorsque des amis évoquent le respect du peuple, en tout cas, c'est bien. Mais nous l'avons à l'épreuve du terrain, nous avons bien constaté que le pouvoir ne respecte pas le peuple. Le peuple a boudé les élections et le pouvoir est allé tripoter les chiffres. C'est-à-dire que pour le pouvoir, le plus important étant d'avoir les chiffres et pas le peuple. Lorsque vous avez en face un pouvoir qui se suffit de tripoter les chiffres et il se fait aucun souci sur le fait que les Algériens n'avaient pas jugé de l'utilité de participer à une élection, le divorce est plus que consommé et doit être exécuté. Donc aujourd'hui, le peuple algérien moucharadi parce que c'est un tout et c'est un tout. Ils étaient des millions à avoir sorti dans les investi le terrain pendant le Hirak pour demander l'indépendance. Chab Yourid al-Istiqlal. Vous imaginez, ce cri de colère dépasse de très loin Anamani Charari. Chab Yourid al-Istiqlal. C'est plus fort que Anamani Charari. Le peuple algérien demande le droit d'avoir des droits. On n'est plus au stade des droits. On est au stade de demander le droit d'avoir des droits, c'est-à-dire c'est plus bas que les droits. Et face à cette situation, en tout cas,
le peuple algérien, dans des moments difficiles, il a su assumer ses responsabilités, comme il l'a fait en 62, comme il l'a fait en 54, et il l'a fait en 2019. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Karim Tabou, opposant politique. Vous étiez avec nous depuis Alger par téléphone. Merci à Dr Farid Ben Yahya, consultant en diagnostic stratégique des entreprises, expert en relations internationales. Merci à vous. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à professeur Noldi Aoussat, universitaire, analyste politique. Il était avec nous depuis Paris. Ya'tikum saha. Bqaw ala khair.